Cosa Vostra. Vraiment, Urbania, moi je crois beaucoup qu'on arrive au bon moment, que cette histoire de créativité est clé. Alors, on ne veut pas être mainstream, dans le sens où notre stratégie, c'est pas de se dire on veut inonder la France et que tout le monde connaisse le truc, etc. On est très à l'aise avec l'idée de se dire on est dans notre couloir, et s'il y a des gens qui ne connaissent pas, tant pis, mais par contre, ce couloir, il peut être très très large aujourd'hui. On a tous envie, en tout cas, de se dire que Urbania est l'image d'un média qui fait bouger les choses, qui fait bouger la société, qui fait rire, et qu'on soit fiers tous les matins de se dire qu'on travaille dans ce groupe, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Florent Peffer. Florent, bonjour. Bonjour. Tu es président du groupe Urbania France. Donc c'est un média qui existe depuis quelques années et tu as lancé donc l'édition française, la version française. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Alors peut-être avant de parler d'Urbania, je voulais juste préciser un peu sur toi, ton parcours. Alors on n'est pas dans Génération Do It Yourself, tu me disais que t'écoutais, donc l'idée c'est pas de parler... J'aime bien d'ailleurs. C'est pas que de parler de toi, mais voilà, t'as été journaliste présentateur d'abord chez France 24, puis iTélé entre 2005 et 2016. Je sais pas si t'es resté jusqu'à la fin d'iTélé justement. Je suis resté jusqu'à la fin, je suis parti au moment de la grève, j'ai fait la grève avec tous mes potes journalistes à l'époque. Ouais. Voilà, on salue Olivier Ravanello qui a bien vécu ça et notamment, qu'est-ce que tu retiens de ces deux expériences? Est-ce que tout ce parcours t'a mené vers Urbania avant qu'on parle vraiment d'Urbania? Oui, ça m'a clairement mené vers ça. Bon, déjà, il y a un truc, c'est que on l'oublie un peu maintenant avec toutes ces polémiques autour des chaînes info, mais je pense que ça fait partie des meilleurs journalistes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. En tout cas, une grosse partie de ces journalistes, notamment en tout cas à iTélé et à France 24 d'ailleurs. Ouais. Donc déjà, rien que là-dessus, sur l'expérience éditoriale, journalistique, j'ai appris énormément. Et puis le direct, qui est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui me marque encore et qui est encore très présent dans ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et puis, je pense que surtout là, ce qui rejoint Urbania, c'est l'adrénaline, on va dire. C'est que ce truc de 5, 4, 3, 2, 1, 0 et on n'a plus de filet et on y va, bah, ça ressemble un peu à l'aventure entrepreneuriale finalement, quoi. C'est-à-dire qu'on fait ce choix de prendre ces risques et de pas passer forcément par la solution la plus simple, mais en même temps, c'est plus d'émotions, plus de rencontres, plus de moments assez inoubliables et voilà, je pense que j'ai vraiment gardé ça en tout cas du direct. J'ai pris le goût du risque, quoi. Ouais, le saut dans le grand bain ou s'enfiler quelque part une fois que t'es parti. L'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est ça parfois. Ouais, c'est ça, ouais. En permanence, ça ne s'arrête jamais et c'est un peu sur le long terme. C'est ça. Et donc Urbania, je l'ai pas présenté. Alors c'est assez, je sais pas si toi t'as une manière très simple de le présenter. Je lisais le manifeste qui est, comme on le disait en préparant là un peu l'épisode, est assez cool. Je le lis quand même parce que vous pouvez aller, donc c'est urbania.fr si ça vous intéresse de regarder ça en parallèle. Donc la mission que vous vous êtes donnée, c'est d'être d'audacieux anthropologues de la culture populaire et de la société. Vous êtes une tribune, un porte-voix pour des points de vue singuliers, des témoignages troublants qui déboulonnent les préjugés, des idées à tester, des coups de gueule qui provoquent des réactions et renversent les perceptions. Et c'est aussi une grosse dose de divertissement, presque toujours intelligent. Ça envoie en promesse. Ouais, ça envoie. Bah, Urbania, pour faire simple, déjà, c'est un média qu'on aime bien qualifier en tout cas en France, de drôlement intelligent. Et on fait dans tous les sens du terme. On a fait un pari qui est pas facile à tenir, mais je pense qui commence à être vraiment gagnant, c'est de se dire qu'on peut raconter l'information avec vraiment des sources journalistiques, un vrai travail journalistique de qualité, avec des gens très professionnels, et en même temps faire rire les gens. Et en même temps, dédramatiser certains enjeux. Prendre des sujets très sérieux à la légère et prendre des sujets légers de manière très sérieuse. Ça, c'est déjà un premier angle. Je pense qu'on est
un peu les seuls aujourd'hui. En tout cas, je suis assez content de ça, avoir une espèce de singularité quand même. Ce virage de se dire qu'on peut apporter de l'information en faisant rire les gens. En tout cas, quand on arrive à être à la fois drôle et à la fois à faire passer des messages et des messages vérifiés et des messages journalistiques, on a l'impression d'avoir rempli notre mission. Et en tout cas, je trouve que ça correspond beaucoup à cette jeune génération, même si finalement c'est juste la suite de tout ce qu'on a pu appeler l'esprit canal, etc. Mais en 2024, en tout cas, sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est vraiment cette patte, il y en a pas d'autre. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Ensuite, effectivement, on aime bien dire qu'on aime rendre l'ordinaire extraordinaire. On est très attaché à cette idée de vous savez, des gens ordinaires qu'on peut rencontrer dans la rue, l'épicier du coin, la voisine qu'on croise tous les matins, la gardienne de l'immeuble, je sais pas, la maîtresse extraordinaire, ce que nous on appelle les gens ordinaires qu'on a envie de sublimer et on a envie de raconter ces histoires-là. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis au cœur du modèle vraiment d'Urbania et la promesse d'Urbania, avant tout, vous l'avez dit, c'est le côté anthropologue de la société. C'est vrai qu'on n'est pas sur l'actualité, sur le news. On n'est pas tenu à ça, ce qui pour moi, qui ai vécu dans le news très longtemps, est une immense liberté de pouvoir choisir. On n'est pas dicté par les événements, par les dépêches AFP. En revanche, on est un média engagé, on est un média qui est clairement féministe, qui est dirigé par Anaïs Carayon, qui est l'ancienne patronne de Brain, pour ceux qui connaissent, qui est un magazine qui était un peu mythique jusqu'à son arrêt il y a quelques temps. Donc on est vraiment, et on l'affirme haut et fort, on n'a pas de problème avec ça, sur des questions aussi environnementales, on va dire la plupart du temps sur des engagements qui sont propres, des questions de genre qui sont propres à cette nouvelle génération qui bouscule un peu la société. Et puis on a vraiment quelque chose qui est au cœur du média, c'est que notre promesse par rapport à d'autres médias qui par ailleurs sont des super médias, et voilà, mais nous, on a fait un choix qui est assez bizarre et qui est un peu contre-intuitif, c'est que c'est vraiment ce choix de la créativité. Alors, ça peut paraître un peu bullshit de dire ça, mais en réalité, on cherche pas un format, en fait, qui fonctionne. On cherche pas à reproduire un format, on cherche pas à se dire, allez, quand est-ce qu'on va trouver ce format, on va pouvoir le dupliquer 3 fois par jour, et puis se dire qu'on va engranger des vues comme ça, etc. format signature, qui serait le format de... Il n'y a pas de format Urbania. Non, il n'y a pas de format Urbania. Le principe, c'est qu'on dit à nos créateurs de contenu, créez ce qui vous plaît, passez le temps qu'il faut, on va pas être derrière vous pour vous dire il faut que tu rentres ton sujet tout de suite, etc. Si tu as une idée, vas-y, fais-la avec les moyens du bord, fais-la avec ta créativité, ton inventivité. Tout ce qu'on veut, c'est que l'info soit vérifiée derrière, et puis évidemment que ce soit drôle, soit divertissant, soit créatif. Mais on joue sur vraiment cet effet de surprise. C'est-à-dire que le pari, c'est de se dire que quand on regarde Urbania, on sait pas sur quoi on va tomber. Okay. Et moi, c'est un des trucs, en tout cas, qui sont frais, en tout cas, et qui sont... ouais, et puis qui je pense font que tu t'ennuies pas. Bah, comme beaucoup... il y a beaucoup de médias numériques où finalement on swipe avec son pouce, et en fait au bout des 3 secondes, on dit toujours que les 3 premières secondes sont hyper importantes, mais moi au bout des 3 secondes, très souvent je connais déjà la fin de la vidéo. Et on fait le pari inverse, quoi, de se dire qu'on veut essayer de surprendre à chaque fois, voilà. Et puis la dernière chose, c'est là où on est assez particulier, on va dire, c'est qu'on mélange les journalistes et les artistes. On a fait ce choix d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne quand tout d'un coup on a des artistes, des acteurs, des musiciens, qui se mettent à travailler avec des journalistes et qui créent du contenu ensemble. Et ça donne des trucs qui sont parfois, en tout cas, assez extraordinaires. Bon, alors avant de creuser tout ce sujet, on fait un petit zoom out, on revient un peu en hauteur. Je l'ai rapidement évoqué en disant que Urbania, donc .fr, était la version française d'un média canadien, québécois plus précisément. Donc ça fait partie d'un groupe, le groupe Urbania. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être la genèse de ce groupe et ce qu'on y trouve, et peut-être les liens que vous avez entre la maison mère quelque part, ou je sais pas, c'est plutôt des cousins, je sais pas comment vous ouais, c'est des cousins, c'est la maison mère aussi. Donc Urbania, c'est un média qui a 20 ans. Qui a une version papier. Alors, qui a une version papier maintenant, mais qui est plus anecdotique, on va dire. Ça s'est créé, c'est un peu l'histoire nord-américaine, un peu classique, mais à la fois classique et extraordinaire, mais ça commence dans un garage avec Philippe Lamarre et ses copains qui créent un magazine parce que ça les fait marrer à l'époque et qu'ils ont envie de raconter Montréal à leur façon. Un fanzine. Ouais, c'est vraiment ça. Ils créent ce magazine-là, ils vont dans la rue même pour aller le distribuer. Et puis c'est comme ça que, de fil en aiguille, tout d'un coup, le magazine a du succès. Ils deviennent les meilleurs pour raconter la ville. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est appelé Urbania, et les meilleurs anthropologues, pour le coup, de cette société montréalaise de l'époque.
Et puis, très vite, ils deviennent aussi assez impertinents, on va dire. Il y a des couvertures qui sont assez géniales de cette époque-là, où, bon voilà, par exemple, 2 femmes qui s'embrassent à la une. À l'époque, c'était plus rare qu'aujourd'hui. Où, bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette idée de bousculer, de briser des tabous, et qui est encore très, très ancrée dans la culture d'Urbania. Et puis, de fil en aiguille, ce magazine papier est devenu ils ont pris un virage numérique, notamment sous l'impulsion du coup de Philippe Lamarre, qui est le fondateur et qui est aujourd'hui toujours le président du groupe avec Raphaël, qui est son associé. Et puis aujourd'hui, Urbania, c'est un groupe avec une centaine de personnes qui est basé à Montréal, avec un média, une société de production audiovisuelle qui produit des émissions à la télévision, qui produit des documentaires, qui produit de la fiction également, et puis du coup un studio de création pour les marques. Et c'est en fait ce modèle-là qu'on a reproduit en France. Moi, je me suis lié d'amitié avec Philippe. J'avais ma société après iTélé, qui est une société de live qui s'appelle UbiLive et qui fait toujours d'ailleurs partie du groupe. Et on a décidé de rapprocher nos activités. Avec en tête cette idée de se dire on se rapproche et puis on lance la version française. Exactement. Bah oui, en réalité, Urbania aujourd'hui au Canada, au Québec, c'est ils ont pas un monopole, mais je veux dire, ils sont vraiment très très connus là-bas. Et il y a vraiment. C'est quoi un peu le Combini Ouais, c'est ça. Society, peut-être plus dans l'esprit en tout cas. Ouais. C'était très proche de. On va dire, c'était une sorte de Vice bienveillant, quoi. Ouais. Si je peux résumer un peu le principe. Mais il y a vraiment cet enjeu de dire, bah, allons porter le message, la promesse éditoriale d'Urbania dans tout le monde francophone. D'ailleurs, on parle de la France aujourd'hui, mais le but ultime, c'est vraiment d'essayer de diffuser le média et de le porter sur tous les territoires francophones. À terme. Pardon, juste pourquoi francophone ? Il y a vraiment un sujet important sur la francophonie, le français ? Ouais. D'accord, ça fait partie de votre ADN. Ça fait partie de notre ADN, mais pour le coup, vraiment, parce que c'est un média québécois, que je pense que c'est hyper important là-bas, vraiment. Ouais. C'est une forme de résistance, hein, presque. Ouais. Voilà, donc après, ça les empêche pas de faire des fictions en anglais, etc. Mais vraiment, il y a cet amour pour le français et puis pour le Québec, quoi, qui est vraiment vraiment important, quoi. Donc c'est aussi une façon d'exister à travers ce média et de faire exister la francophonie, la culture. Ouais, très clair. Et donc la version Urbania.fr, c'est le même modèle. On va revenir dessus, mais une agence de brain content, un studio de prod et un média. Ça, vous avez un peu répliqué, il n'y a pas de spécificité. Il y a une spécificité quand même, c'est qu'on a un média numérique, donc Urbania.fr, ça c'est, voilà. Il y a une société de production audiovisuelle, il y a un studio de création au milieu. Il y a une différence, c'est qu'au Canada, comme le média est déjà beaucoup plus installé que nous, ils ont 20 ans, il y a beaucoup de brand content et peu de marques blanches. Nous, on fait beaucoup de marques blanches et moins de brand content au studio. Et puis, la spécificité, c'est UbiLive qui se rajoute, on va dire, par rapport au Canada, qui est cette société de création de nouveaux contenus en direct et avec des nouvelles formes de narration en live. Et voilà, c'est ce qui fait un peu la spécificité. Et ensuite, il y a énormément de différences. D'ailleurs, on a été assez surpris par ça, mais des différences culturelles, des différences de marché, qui font qu'en fait, on est en train de construire une autre histoire. C'est un peu le terme de tout à l'heure que t'employais, quoi, avec des cousins, quoi. Mais ça doit être intéressant de voir ça justement, que voilà, par rapport au retour du marché, par rapport aux audiences, etc. C'est quelque chose, vous prenez des chemins probablement un peu différents, quoi. Ouais, on prend des chemins différents et en même temps, pour moi en tout cas, c'est génial. J'ai été souvent habitué à travailler en équipe, mais quand même à porter sur mes épaules beaucoup de choses individuellement. Et là, je découvre ce que c'est d'avoir des vrais partenaires qui ont une expérience vraiment énorme, qui ont une connaissance du marché et honnêtement qui sont en avance sur plein de choses au niveau du modèle économique par exemple ou même on va dire de la société. Voilà, c'est assez marrant de voir les différences culturelles, des choses qui pour nous paraissent très woke en France et qui pour les Québécois sont juste dans la norme, quoi. Ouais, ça doit être intéressant. Et donc c'est assez une espèce marrant de laboratoire, toi, que tu peux voir un peu ce que tu peux devenir dans quelques années. Ouais, c'est ça, on prend beaucoup de choses de là-bas, mais après, l'idée de Philippe, c'est aussi de se dire que lui, je pense qu'il espère beaucoup aussi que la France apporte des choses énormément au Québec très vite pour faire en sorte, pour leur permettre de se renouveler en permanence et d'aller encore plus loin, quoi. Donc voilà, on est vraiment dans un échange là hier encore sur Slack, je voyais
On a publié une vidéo hier et je les voyais tous, toute l'équipe québécoise en train de discuter de comment adapter la version au Québec et en train de se dropper des noms, des trucs, en disant voilà. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment des moments cool, quoi. Donc, vous êtes sur le même Slack? Peut-être question un peu ouais, un peu on est bidon, sur le même Slack. Un seul Slack pour tout le monde. Ouais. On est sur le même Slack et bon après il y a des canaux etc. Mais on travaille beaucoup avec eux au quotidien vraiment. Enfin on a tout le temps des échanges avec Tu vois tout ce qu'ils produisent, tu vois quels sont leurs sujets de discussion, etc. Machin. Ouais. Bah, pas tout parce que c'est assez énorme et qu'ils sont vraiment une activité vraiment. Ils sont combien là-bas? Une centaine? Ils sont une centaine, ouais. Ouais. Donc tu as quand même des canaux par projet, des trucs, c'est ça, exactement. bureaux, machin, etc. Ouais. Tout. Mais c'est un seul Slack, donc c'est pas une filiale dans un coin non, vraiment, et un call par mois de reporting. Ouais, non, on se parle très souvent, il y a tout le temps des visios entre les équipes, etc. Et même au niveau des équipes créatives, on a beaucoup de partage d'expérience et de use case. Vous faites des voyages un peu croisés? Ou c'est un peu récent, mais je pense que ça peut être intéressant. On fait des voyages. Philippe et Raphaël, les deux associés d'Urbania au Canada, viennent tous les 2 mois environ. Et puis, moi, j'y suis beaucoup allé au début avec ma collègue Élise Richard, qui du coup, elle aussi, qui est associée. En fait, on fonctionne un peu en binôme, quoi. Philippe et Raphaël, et Élise et moi, et on est vraiment tous les 4 à essayer de superviser, de coordonner tout ce projet, quoi. Top. On revient donc sur Urbania France, le média. Tu parlais un peu justement de ce mélange journaliste-artiste. Vous êtes combien? L'équipe, elle est on est un peu plus d'une vingtaine en permanent. On a beaucoup d'intermittents, de journalistes qui gravitent autour, un peu ce qu'on appelle la famille Urbania. Mais c'est vrai que il y a un truc assez humain qui est assez fort. On a créé parce que je pense qu'on porte un message à une façon de voir les choses et de voir les médias aujourd'hui qui est assez particulière. Et donc bon, voilà, il y a tout. C'est assez marrant d'aller dans les bureaux d'Urbania parce que, enfin, en tout cas, moi qui ai vécu beaucoup dans des rédactions de journalistes news ou en société de production, y a tout le temps des gens qui gravitent autour, qui sont en train de créer des choses, qui passent dans un studio. On rentre là, avant-hier, là, j'avais une réunion avec un client qui est venu me voir et on arrive dans la cafette et il y a un mec par terre qui était ligoté avec, parce qu'il était en train de tourner une vidéo. Voilà, c'est un peu tout le temps des cas comme ça assez marrants, quoi. Ouais, ça doit changer d'une rédac à la iTélé ou ça 24 change, qui sont très animés, c'est excitant, etc. Oui, mais c'est autre chose, process, c'est une temporalité, de machin, etc. Oui. Ouais. Là, ça doit être c'est vrai que c'était le côté frustrant, on va dire, dans ce métier que j'avais avant, qui était aussi la représentation à l'antenne et le fait que en tout cas, si on veut essayer de conserver une certaine neutralité, à défaut d'être objectif, on doit essayer de pas trop montrer ses sentiments, etc. Là, c'est vrai que c'est un peu l'inverse, quoi. On assume ce qu'on est. Vous êtes engagé, vous avez des opinions, voilà. C'est incarné. Pas mal incarné. C'est très, très incarné, ouais. Ça, on en parlera dans une seconde. On l'a dit, ou je sais pas si on l'a dit de manière très claire, mais en tout cas, tout ce qu'on prend, vous visez une audience plutôt jeune adulte. Alors, c'est quoi un jeune adulte en 2024? C'est quel âge? Nous, notre audience, c'est vraiment 18-34 ans. On va dire qu'on est quand même plus resserré sur du 20-30 ans, mais c'est vraiment 18-34 ans. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement les jeunes adultes, dans le sens où on s'adresse pas vraiment aux adolescents. C'est ceux qui ont pris leur envol, leur indépendance, qui commencent à être... Ouais, c'est ça, exactement. Et les meilleures personnes pour leur parler, on a une rédaction qui est très jeune, et qui est très talentueuse, mais c'est vrai qu'on a vraiment... la moyenne d'âge, elle doit être à 23 ans, un truc comme ça. Donc c'est quand même... Pour nous, c'est aussi très important de se dire qu'on n'est pas une bande de boomers qui essaie de raconter la façon de voir les choses ou d'essayer de raconter la jeunesse d'aujourd'hui, comme si on avait une espèce de vision un peu de documentaire. Donc non, c'est vraiment des jeunes adultes qui font l'info pour les jeunes adultes, quoi. Et c'est les trucs qui les font marrer. Ça m'arrive très souvent de voir des vidéos où je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis je me dis, c'est peut-être bon signe que moi, je sois largué ou que c'est pas pour moi, quoi. C'est pas pour moi, quoi. Mais bon, je dis ça après 90% du temps, je suis mort de rire devant mon ordinateur où j'apprends des trucs, quoi. Mais voilà. Ouais. Et donc une présence sur le site, dont je parlais, urbania.fr, donc avec un site plutôt cool.
Tu vois, je dis on fait des sites et donc je trouve. Ouais, il va changer là d'ici 2 mois. On est hyper content du nouveau site, donc on en reparlera. Mais exactement. J'espère que tu le trouveras cool. Donc je pense voilà micro-mag, format vertical en story. Est-ce que ça marche le site par rapport à peut-être une stratégie social média dont on va parler dans une minute, qui est là probablement où sont votre audience, mais avoir un site fort, un site. Le site fonctionne vraiment très bien. Après D'ailleurs, ça, c'est aussi une différence avec le Québec qui est dans son ADN au départ très écrit et très visuel, parce que c'est Philippe Lamarre au départ, il a vraiment cette formation de directeur artistique, de graphiste, donc ce sens de l'image qui est hyper important en une ou en photo, c'est hyper important. Donc bon, c'est pas que de l'écrit. Mais c'est vrai que nous, on est tout de suite passé très très vite à la vidéo. Eux, ça a été une transformation. C'est encore une transformation pour eux. Et on le sait, ceux qui gravitent dans les médias, que c'est pas forcément les choses les plus simples à faire de passer de l'écrit à la vidéo. C'est vraiment des métiers différents. Et là, nous, on est passé très très vite sur ce côté vidéo. Donc là, le site, en l'occurrence, on a aussi des articles, mais on va vraiment passer en quasiment tout vidéo. En tout cas, on va vraiment remettre la vidéo au cœur du site là, ces 2 prochains mois. Et puis, effectivement, on a ce qu'on appelle le micro-mag. On est vraiment hyper fiers de ça. On compte beaucoup là-dessus. Ça fait vraiment partie de notre stratégie. C'est hyper important. C'est un magazine. D'ailleurs, c'est hérité du magazine papier, finalement, dans l'idée, quoi. Mais c'est un magazine numérique qui est clairement inspiré des plateformes type Insta, etc. C'est-à-dire qu'on swipe, c'est des frames, quoi, en fait, finalement. Et on passe d'une frame à l'autre. Et dans ce magazine numérique, c'est un lien sur lequel on clique. Et donc, du coup, on n'est pas dans le système des GAFA. On n'a pas besoin d'être abonné à Insta, à TikTok, etc. Voilà, ce qui nous permet, nous, de faire ce qu'on veut au niveau du contenu. Et il y a une couverture animée. Et puis ensuite, on a de la vidéo, du texte, du motion, des sondages, on peut scroller des articles. Voilà. Donc, c'est vraiment une expérience magazine, mais adaptée totalement au smartphone. Et là où c'est évidemment hyper important pour nous, c'est que du coup, on maîtrise toutes les datas, tous les KPIs, on n'est pas dépendant des algorithmes. On peut voir combien de temps les gens restent sur le micro-mag. Tout ça, vous avez développé en interne ? Ouais, tout ça, c'est développé en interne par une société qui s'appelle Folklore, qui fait partie du groupe Urbania au Canada et qui est une bande de joyeux lurons, développeurs, artistes qui sont vraiment assez extraordinaires et voilà, qui sont vraiment au service de l'éditorial et qui créent des choses comme ça. Donc là, vraiment, le micro-mag, c'est vraiment un de nos axes stratégiques. On parlait de format. Alors, c'est pas un format, c'est plus un produit pour le coup, mais un truc assez cool. Est-ce que, juste question un peu technique, en termes de SEO, tu sais si c'est bon, pas bon, ou vous en foutez quelque part, je sais pas. Non, on s'en fout pas et c'est vraiment hyper bon. Alors, il se trouve qu'au Canada, d'ailleurs, c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent aux médias et qui nous écoutent. Je sais pas, certains, je pense, en ont entendu parler, mais il y a une loi au Canada qui s'appelle la loi C-18 qui est sortie au Canada à un moment pour essayer de rétribuer les médias vis-à-vis des GAFA et de faire en sorte que les GAFA mettent au pot pour soutenir les médias qui apportent du contenu à Meta, Google, etc. Et il se trouve que Meta a dit allez vous faire foutre. Du coup, dans le monde entier, ils ont dit ça. Ouais. Voilà, sauf qu'au Canada, en fait, ils ont coupé tous les réseaux. C'est-à-dire qu'Urbania s'est retrouvé, mais comme tous les médias québécois, sans trafic. Donc vraiment, on ne peut pas voir au Canada depuis quelques mois là le contenu d'Urbania au Canada, sauf quand le contenu est sponsorisé. D'accord, mais pardon, je peux quand même toujours être fan de la page et aller sur la page en tapant Urbania, etc. Oui, ça, sauf que ça ne sort plus dans les réseaux de Meta, etc. Ça ne sort plus. Possible, quoi. Ça sort plus. Et donc, c'est vraiment un bras de fer qui se joue en ce moment, mais qui est hyper important pour nous aussi, parce que derrière ça, c'est tout ce débat des GAFA versus pourquoi on fait de l'info, est-ce qu'on va juste chercher du clic ou est-ce qu'on essaie de faire des trucs un peu plus intelligents, etc. Et du coup, ça a accéléré ce que Philippe avait déjà mis en place sur le micro-mag, où il s'est dit, mais en fait, il faut qu'on accélère ce truc-là de micro-mag. Et du coup, maintenant, au Canada, ils sortent un hebdo, vraiment, et toute la stratégie est basée là-dessus, sur ce micro-mag, avec des abonnés en propre. Du coup, la croissance est très importante. L'expérience utilisateur est vraiment chouette. Et en plus, comme c'est notre outil qu'on développe, on l'améliore chaque mois, chaque semaine. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on essaye d'aller de plus en plus vers ça, mais finalement, c'est le cas de tous les médias, quoi. C'est le Graal, on va dire, c'est de se dire que, en fait, on a notre communauté, on a notre audience. Votre écosystème, votre outil, votre audience. Exactement. On l'aura jamais totalement, mais c'est vrai qu'on voit plutôt à terme, mais on voit plutôt les réseaux sociaux comme une espèce de tremplin vers le micro-mag qui va vraiment être au cœur de notre activité. Ok, et donc on a parlé d'articles écrits plutôt historiquement, vidéos qui prennent de plus en plus de place, notamment sur le futur site à venir. Est-ce qu'il y a d'autres formats sur lesquels vous vous penchez ?
Ouais, il y a d'autres formats. Bon, déjà, on fait un peu de podcast, beaucoup moins que vous, mais on a lancé notre premier podcast là, dont on est hyper fiers, qui s'appelle Chagrin d'amour, qui a été écrit, réalisé par Olympe, qui est vraiment une fille super talentueuse. Là, je suis content parce qu'on a eu des très bonnes critiques sur ce podcast qui a aussi été porté par Anaïs Carayon à la rédaction. Donc ça, c'est la partie podcast, mais disons que c'est pas notre priorité aujourd'hui, mais on va dire qu'on fonctionne plus par coup de cœur, par... Oui, ce que tu avais l'air de dire, c'est plus l'idée, le contenu que le contenant qui compte. Pas de limite là-dessus. Aucune limite, ouais. Mais ça, je pense, c'est un truc qui nous rapproche avec Philippe, c'est qu'on a à peu près aucune limite tous les deux. Et donc, du coup, c'est de temps en temps un peu dangereux, mais on peut venir vous voir en disant j'ai une idée, c'est un peu farfelu. Society fonctionne aussi un peu comme ça. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, on se sent assez proche d'eux sur pas mal d'aspects, quoi. Sinon, nous, on est vraiment très tourné vers le numérique, mais oui, il y a un côté comme ça. Donc un peu de podcast, pardon, je reviens. Oui, pardon. Et le grand chantier à venir pour nous aussi, c'est le live. On a de la chance d'avoir du coup cette société Yubi Live qui fait qu'on fait partie des premiers à s'être mis sur le live. On a fait avec Yubi Live il y a 3 ans maintenant, enfin au moment de l'élection présidentielle, un film tourné entièrement en direct qui s'appelle Jour de gloire, qui est un film avec Félix Moati et qui est un vrai film de cinéma qui a été tourné le soir de la présidentielle au second tour entre 19h et 20h05. Donc ça, c'est une vraie histoire avec des acteurs. Mais j'en avais entendu parler où on les voit dans les manifestations, etc. Alors, ils n'étaient pas dans les manifs, ils étaient dans un petit village, etc. Mais vraiment, tout le principe, c'était que ils se retrouvaient à la fin sur le canapé à 20h, ils découvraient en même temps que tout le monde les résultats de l'élection. En fonction de ces résultats, il y a plein de choses qui changeaient. Ils écoutent la radio dans la voiture, ils réagissent à ce qui est dit sur France Info, etc., etc. Ils voient BFM dans le café, etc. Mais autour de ça, il y a une histoire. Et c'était vraiment c'est un plan séquence d'1h05. Et vraiment, enfin, c'est quelque chose qui résume pour moi assez bien Yubi Live, quoi. C'est que de la même façon qu'Urbania, on cherche à créer des nouvelles formes de narration en direct. Donc, évidemment, pour faire court, mais évidemment, Urbania, aujourd'hui, avec toute la créativité, tous les talents qu'on a, et on a vraiment des gens extraordinaires, vraiment autour de nous, là, et le live, on se dit qu'il y a vraiment un truc à faire, et dans notre expérience aussi de la narration en direct, qu'est-ce qu'on raconte? Évidemment, moi j'ai toute cette expérience aussi de chaîne info, mais l'idée c'est de détourner ces process et cette façon de faire pour en faire du live magazine, on va dire. D'accord. Et concrètement, là, ça se traduit par quoi? Vous avez sorti des choses live? Tu l'imagines comment, ce live? Sur le site, sur des réseaux? Il y a des choses en préparation? Oui, évidemment, on regarde beaucoup ce qui se passe sur Twitch. Après, Twitch, c'est pas simple parce que on débarque pas comme ça sur Twitch. Il y a un peu un côté, en tout cas, c'est pas. Je pense qu'il faut pas le prendre à la légère. C'est mais on regarde ça avec beaucoup d'attention. On se demande encore un peu comment aborder ces choses-là. Et puis dans l'activité prod audiovisuelle. Ouais. Ce qui fait notre spécificité au-delà des séries qu'on propose ou des documentaires, c'est que je pense qu'on est à peu près les seuls aujourd'hui à proposer des nouvelles expériences live pour Arte, pour France Télé, etc. Avec des je peux pas. C'est des projets qui sont en cours d'étude ou en développement, mais en tout cas, il y a vraiment des expériences en direct audiovisuelles assez ambitieuses, ouais. Bon, à suivre. Donc ça, on en verra un peu plus dans les semaines, mois à venir. Mais voilà, l'idée étant de faire aussi découvrir Urbania. Les gens pourront peut-être s'abonner à la newsletter et puis suivre un peu tous les projets. Parlons un peu, si tu veux, alors je mettais YouTube et les réseaux sociaux. Tu me disais, non, YouTube, c'est pas forcément là où est notre stratégie primaire. C'est quoi votre stratégie sur les réseaux sociaux? Déjà, on est allé chercher notre audience là où elle se trouvait. Et donc, le jeune adulte aujourd'hui il est quand même beaucoup sur TikTok et sur Instagram. C'est vrai que TikTok, il y a encore 2-3 ans, on se disait c'est vraiment les ados, etc. Maintenant, l'audience a clairement vieilli, quoi. Ouais. C'est plus la petite fille qui danse de 11 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a vraiment des choses très, très chouettes sur TikTok. Notamment grâce à ce qu'on appelle nos deux Mathieu, parce que ils s'appellent tous les deux Mathieu, mais qui sont des incarnations assez fortes et qui ont des idées assez géniales. On est monté très très vite sur TikTok. Enfin, on est passé à 350 000 abonnés, mais vraiment de manière assez fulgurante. Donc c'est quand même vraiment ça le réseau social le plus fort pour nous. On a Insta qui évidemment est aussi très important, où là on est en train de monter de plus en plus. Donc on se reconcentre maintenant beaucoup sur Insta. Et puis YouTube, c'est juste qu'à un moment, on essaie de pas trop se disperser non plus. Mais YouTube, évidemment, c'est ultra stratégique pour nous. On avance beaucoup en ce moment avec des shorts notamment. Ouais. Voilà.
Mais YouTube, pour être bon, un peu. Ouais, c'est ça. Mais YouTube, pour être bon, faut aussi vraiment aborder le format long d'une manière assez pro et assez voilà. Et le format long, bah forcément, c'est plus de temps, soit parce que c'est de l'enquête, du reportage, etc. Mais on va bientôt lancer des grands entretiens, etc. Donc c'est vraiment un truc sur lequel on travaille. Un axe fort. T'as quelques objectifs? Vous mettez des objectifs de reach, de vues sur les réseaux ou vous y allez et puis on verra? Ouais, bah là on est pas loin, je crois, des 100 millions de vues. On veut vraiment, on doit accumuler à peu près, je crois, 560 000 abonnés. Là, notre prochain objectif, c'est d'arriver aux 1 million d'abonnés. Après, notre objectif, il est évidemment, on a des objectifs tous les trimestres notamment et tous les mois, que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou d'audience, mais on va dire que notre vrai objectif, c'est vraiment de devenir un média qui compte d'ici 1 an. C'est-à-dire, on a cassé des plafonds de verre, c'est jamais très simple, mais on voit bien qu'on fait des steps. Et on aimerait bien tous que d'ici 1 an, vraiment tout le monde sache, même sans... Mais regardez, mais tout le monde, quand on dit Urbania, sache de quoi on parle. Ouais, c'est ça. Donc déjà, ça, je pense qu'on a encore un objectif de notoriété. Et avant, on va dire, d'affiner la promesse et la suite, quoi. Ouais, de la notoriété. Ce qu'il faut là, c'est de la notoriété. Ouais, je pense, pour l'instant, en tout cas, c'est la priorité. Ouais. Bon, évidemment, toujours sur des sujets intéressants, parce que si on a de la notoriété sur... Ouais, tu peux faire de la merde. C'est ça, sur de la merde. Voilà, mais et que tout le monde parle de toi, mais c'est pas forcément... Les cousins outre-Atlantique seront pas forcément ravis de ce que vous faites avec la marque. Et donc sur TikTok, pas de monétisation. Là, c'est pour le coup, c'est pure notoriété et avec tu sens des renvois vers le site. C'est des gens que tu arrives à capter par ailleurs en te disant où c'est pure notoriété. Si, on a des renvois sur le site, mais c'est vrai que c'est beaucoup de notoriété. Après, honnêtement, aujourd'hui, c'est marrant parce que le média ne rapporte rien, en tout cas pas grand-chose aujourd'hui. Mais c'est vraiment notre trésor, quoi. Et on le dit pas par, c'est pas marketing, etc. Et même on voit bien au sein de la société, le média, c'est le truc. Donc c'est marrant parce que c'est le trésor qui rapporte rien, quoi. Tu veux dire, c'est sacro-saint. Il y a les activités de studio, d'agence, etc. Mais le média, même s'il est pas rentable en tant que tel, c'est le cœur de la galaxie. Mais en fait, c'est assez marrant parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi des gens qui vont créer du contenu et puis finalement, c'est une façon de perdre de l'argent, etc. Mais c'est fou à quel point, non seulement c'est une vitrine hyper importante, c'est-à-dire que nous, le studio de création est en train de cartonner en ce moment, mais parce que des sociétés ou des associations, des fondations, des musées, etc., voient ce qu'on fait, ils se disent, mais en fait, ils sont fous. Enfin, ils ont 15 000 idées à la seconde, etc. Et effectivement, quand ils viennent nous voir, on a 15 000 idées à la seconde. Et ils le voient visuellement. C'est ça, ils le voient visuellement. Deuxièmement, c'est vraiment un laboratoire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de plus en plus important de trucs qu'on fait sur le média. On se dit, mais attends, ce truc, c'est génial. Et si on le faisait comme ça, et si machin que ça, et ensuite, on va le proposer à des marques, on va le proposer à des musées, on va le proposer à des associations, des fondations, etc. Et ça marche vraiment très, très bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est comme si on avait à côté de nous une espèce de labo. On est tout le temps en train de tester des trucs, etc. Et puis ensuite, c'est vraiment, dans le bon sens du terme, un aspirateur à talent, quoi. Moi j'ai vraiment vécu ce truc et je pense que beaucoup de gens dans la production qui ont vécu ce truc de se dire ah là là, je vais aller chercher un talent puis on va développer ensemble un doc, une fiction, je sais pas quoi. C'est super, sauf que en réalité entre ce moment-là et le moment où le truc est dans le meilleur des cas à l'antenne, il y en a pour 2 ans ou 3 ans, quoi. Ouais. Donc très souvent en fait ces histoires-là, elles se terminent par on prend une bière, on prend machin, on se fait une réunion, on se fait 2 réunions, puis à un moment on fait un petit dossier, puis ça passe pas, on donne plus de nouvelles, puis c'est terminé, quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Ou alors ça sert à quelque chose une fois sur 100, quoi. Ouais. Là, ce qui est génial dans cette histoire d'Urbania, c'est que les gens viennent nous voir, ils ont des idées dans le truc, on leur dit mais vas-y, essayons, quoi. Faisons. Et c'est pas essayons sur un pilote, je sais pas quoi, c'est essayons, on le met sur les réseaux, on voit comment ça fonctionne, etc. Puis ensuite on continue de discuter, et voilà. Et ça nous permet aussi de créer des relations avec des gens qui voient chez nous une espèce d'espace de liberté. C'est vrai que c'est tout le talent d'Anaïs Carillon qui dirige la rédaction, c'est qu'elle a un flair, elle a un instinct, elle a je sais pas quoi pour trouver des talents comme ça, et puis elle est ultra efficace en plus, et donc du coup quand il y a une idée, en général elle dit bah tiens je vais faire ça, 3 jours après le truc il est publié, quoi. Donc c'est vraiment cool, quoi. C'est agile, il y a une belle curation, donc n'importe qui peut venir vous voir avec une idée, bien quoi sûr. Que ce soit, quel que soit le média, le médium, etc. Et puis vous verrez ce que vous en faites, sous quel format, etc. Complètement, ouais.
c'est bien un petit appel, hein, si les gens ont des idées de quoi que ce soit. N'hésitez pas vraiment, ouais. Tant que ça s'adresse plutôt quand même à l'audience. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, le média peut amener à l'audiovisuel, au documentaire, à la production audiovisuelle, ou même à la collaboration avec les marques, si certains talents souhaitent le faire aussi. Voilà. Ouais, carrément. L'activité de maison de production, on en a parlé, donc plus classique. Quel type de vidéos vous produisez? C'est vous regardez ce qui marche et vous faites ça? T'as des beaux exemples de... Ouais, on a... Alors... La société française étant assez jeune encore, et le temps de développement fait qu'on n'a pas un catalogue aujourd'hui en France de 40 documentaires, etc. Mais il y a déjà quelques beaux succès. Je pense notamment il y a Fragment, qui est un des gros succès sur Arte numérique, qui je crois fait partie des vidéos les plus vues sur Arte numérique. Ce sont qui sont des témoignages hyper fort, hyper intense. On a beaucoup de projets hyper ambitieux en développement, et les histoires qu'on raconte, elles sont très similaires finalement à notre ligne de rendre l'ordinaire extraordinaire, quoi. C'est-à-dire qu'on essaie d'être un peu des anthropologues de la société, et du coup de raconter la société dans laquelle on vit. Et on a, nous, une grosse croyance, et j'espère qu'on va y arriver. Mais moi qui viens de l'audiovisuel et qui suis vraiment télé natif, quoi, je vois bien à quel point ce qu'on arrive à faire sur le numérique casse des codes et en même temps permet, on dit toujours qu'on réinvente rien, et c'est vrai, on réinvente rien, mais là tout d'un coup le fait de pas avoir de code, ça permet quand même d'élargir les limites de la créativité. Et ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est dire mais qu'est-ce qui se passerait si, je sais pas, si Mathieu Becbédé, que certains connaissent peut-être, qui fait le professeur à peu près, qui est un de nos gros succès, ou le Francis Récap là sur Urbania, si on arrivait à faire en sorte que cette façon de raconter des histoires, cette impertinence aussi, mais aussi ce talent journalistique, on le mélange, on le mixe avec du code documentaire classique. Et qu'est-ce que ça donne, ça? Qu'est-ce que ça donne vraiment? Et est-ce que c'est pas ça, en fait, la bonne façon aujourd'hui de toucher les jeunes adultes sur du format documentaire ou du format série, quoi. On travaille vraiment beaucoup là-dessus en ce moment. Ouais, vous êtes assez fou pour le tenter, ce genre de choses. Oui, ça nous fait, ça nous fait marrer, en tout cas, ouais. Et petite question que je t'ai pas posée, alors peut-être j'ai une réponse pour toi, mais je vais te laisser faire. Comment est-ce que vous êtes sûr, de ce que vous allez faire est bien reçu par vos audiences? Est-ce que vous faites des tests utilisateurs? Est-ce que vous faites venir des jeunes adultes pour parler, de voir avec ça? Ou est-ce que tu te bases sur le fait que ton équipe soit jeune et que tu te dis, a priori, si eux, ça leur plaît, ça plaira à l'audience? Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça? Pas de tests utilisateurs. Non. En général, quand on entend toute la rédac se marrer ou toute la rédac dire, putain, c'est dingue ce truc, etc., c'est qu'on sait que c'est bon, quoi. Et puis après, moi, j'avoue que je regarde beaucoup plus que les vues, je regarde tout le temps les commentaires, quoi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède. Moi, ce qui m'intéresse, et surtout pour le coup, encore venant de la télévision, ce que je trouve fabuleux dans cette aventure, c'est cette conversation, quoi. Enfin, c'est que on délivre pas un message en disant allez, c'est bon, on va prendre une bière et puis on passe à autre chose. On attend médiamétrie et puis on verra. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Et moi, je veux dire, il y a des vidéos qu'on poste où le débat se poursuit encore 3 mois après sur mais il y a aussi ça, mais il y a ça, il y a un truc, etc. Et là, pour moi, on a atteint l'objectif. T'as visé juste. Quoi, à ce moment. Ouais, c'est ça. Quand je vois que la conversation se poursuit, mais on s'est même posé la question des fois limite de se dire, mais en fait, il faut créer une autre vidéo pour continuer à mettre à jour la conversation et qu'il repart dans une conversation et voilà. Donc un format, hein, tu sais, un peu comme faisaient les jours sur des options, etc. Mais comment tu peux mettre en épisode des sujets comme ça, parce que les opinions changent, les lois changent, etc. Quoi, ça pourrait être. Mais voilà, ça c'est vraiment passionnant, cette idée de discussion et de ça, c'est aussi le live est très comme ça. Hein, c'est ce qu'on disait, le live permet justement d'interagir aussi avec la communauté, de prendre des réactions en live et rebondir, et donc d'orienter la discussion, etc. Et je crois que c'est vraiment un vrai changement dans ce milieu professionnel, quoi. C'est vraiment de se dire, mais en fait, ce qu'on fait là, maintenant, il est temps qu'on fasse du contenu pour les gens et en écoutant les gens, et en acceptant d'avoir ce retour et de discuter, quoi. C'est ce qui est passionnant, cette conversation, quoi, en fait. Moins top-down, quoi. Ouais, c'est ça. Si on se tourne vers l'avenir, où est-ce que tu veux aller avec Urbania France? Où vous voulez aller avec Urbania? C'est quoi les grands projets? Alors, t'en as donné pas mal, évidemment, mais je sais pas, est-ce qu'il y a une grande vision future? La grande vision, déjà il y a une vision on va dire à moyen terme, c'est qu'on a 3 ans pour arriver à l'équilibre, et que pour l'instant c'est le groupe au Canada qui nous aide à arriver à cet équilibre. Ouais, c'est ça. Donc et puis c'est pas rien, parce que
Bon voilà, on n'a pas un fonds derrière nous, on n'a pas fait des levées de fonds avec des investisseurs. Le groupe est indépendant, le groupe Urbania. Ouais, totalement indépendant. Et bon, quand je dis que c'est pas rien, c'est que c'est jamais rien de faire ce pari de gens qui vont mettre de l'argent à un moment dans quelque chose avec un risque réel. Mais là, c'est un peu tout le trésor de guerre d'Urbania de 20 ans, quoi. C'est-à-dire qu'ils mettent vraiment, ils font tapis, et puis voilà, ils ont économisé tout ça. C'est un groupe qui est rentable au Canada, qui marche vraiment très bien. Donc c'est un gros investissement, quoi. C'est ça. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une ambition qui est réelle. C'est pas rien aujourd'hui de recréer un média entièrement en France et tout un groupe audiovisuel. Donc c'est déjà ça la première étape. On est assez confiant, mais on sait tous que, enfin voilà, je peux pas prédire l'avenir. Donc voilà, ça c'est tout le jeu des prévisionnels, etc. Mais donc ça, c'est sur la partie économique, mais qui est hyper importante parce qu'il y a des gens derrière. Enfin, je veux dire, c'est pas juste une histoire de chiffres, quoi. Puis il y aura pas de suite si tu réussis pas là-dessus, quelque part. C'est ça. Donc déjà, de réussir à poursuivre l'aventure et de devenir solide. Et puis, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, mais moi, je crois vraiment, j'en discutais avec une copine hier qui est dans le milieu des médias, etc. C'est assez marrant, mais je pense que toi, c'est la même chose. On est vraiment, ça y est, dans la génération où pour moi, c'est à notre tour, quoi. Je veux dire, d'être aux commandes, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens, ça y est, on prend les commandes, mais c'est à nous, là, de décrire l'histoire. On a encore, je sais pas, 15 ans, 20 ans devant nous. On n'est plus des piou-piou, mais ouais, voilà, c'est prendre des décisions. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment être le meilleur dans un écosystème où il y a des gens qui avaient décidé ce qu'il fallait faire, etc. Là, maintenant, c'est à nous de le décider. Et du coup, vraiment, Urbania, moi, je crois beaucoup qu'on arrive au bon moment, que cette histoire de créativité est clé et que si c'est pas du bullshit, c'est vraiment clé. Et voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans quelques années, on se dise que Urbania alors, on veut pas être mainstream, dans le sens où notre stratégie, c'est pas de se dire, on veut inonder la France et que tout le monde connaisse le truc, etc. On est très à l'aise avec l'idée de se dire, on est dans notre couloir, et s'il y a des gens qui ne connaissent pas, tant pis. Mais par contre, ce couloir, il est très, très large, il peut être très, très large aujourd'hui. Et puis voilà, on a tous envie en tout cas de se dire que Urbania est l'image d'un média qui fait bouger les choses, qui fait bouger la société, qui fait rire et qu'on soit fiers tous les matins de se dire qu'on travaille dans ce groupe, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est important. Et c'est vrai que c'est là que tu touches, je pense, quelque chose du doigt. C'est sans être mainstream, en gardant votre âme. C'est un équilibre à trouver, tu vois. Je pense que ça rejoint presque le truc de croissance. Est-ce qu'il y a un moment, vous êtes rentable, vous gagnez un peu et vous restez à ce niveau-là? Ou est-ce que tu veux toujours un petit peu plus, être encore un peu plus connu, des plus grosses marques et arrive un moment donné, et je pense à les médias, enfin Combini ou Spec Erika, etc., où c'est compliqué et t'arrives plus à garder ton indépendance. Moi, je pense qu'il y a un moment où c'est ce qui fait. En fait, on veut pas être un supermarché, quoi. On veut être une petite boutique de luxe et qui est trop cool. Et quand on rentre dedans, on est trop bien. Et voilà. Enfin, vraiment, c'est ça l'état d'esprit. Alors, je dis de luxe, c'est pas le luxe le mot, mais en tout cas, vraiment, un petit endroit trop cool, quoi, dans lequel on se rend. Moi, ce que je pense, c'est que on n'a pas vocation en France à accélérer constamment et à réussir à inonder, même économiquement, etc. On a plus vocation à faire des bébés un peu partout dans le monde francophone. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour nous aujourd'hui de se dire, après la France, il y a l'Afrique, après l'Afrique, il y a d'autres pays francophones, etc. Ouais. Et plutôt d'adopter cette stratégie de croissance externe plutôt que d'essayer de devenir un géant, un géant dans chaque marché, ouais. C'est intéressant. Je pense que ça sera à suivre, à voir effectivement comment tout ça se développe. En attendant, je pense que tu as pas mal de pain sur la planche. Oui. La dernière question pour terminer cet épisode. Est-ce que tu as un truc cool à nous recommander? Alors, tu as dit plein de choses qui donnent envie d'aller voir sur urbania.fr. J'espère que vous qui écoutez cet épisode, ça vous donnera aussi envie d'y aller. Mais est-ce que par ailleurs, tu as un truc cool que tu as vu, lu, entendu Ouais, d'ailleurs, je parle pas d'Urbania, mais quand même, juste parce que c'est un truc qui vient d'être posté hier, mais je trouve qu'il représente bien ce qu'on fait. Allez voir les vidéos de Louisa Donna sur Urbania, c'est assez marrant de voir comment on peut raconter l'actualité en chantant. Voilà, je referme cette parenthèse, mais quand même, ça fait partie des trucs, quoi. Des trucs cool aujourd'hui, il y en a pas mal. Moi, c'est peut-être un peu surprenant parce que c'est pas forcément ultra original ou quoi. Mais moi, j'ai vraiment adoré la série Raël, qui est série documentaire qu'on peut voir sur Netflix. Et je trouve que c'est à la fois, enfin, je vous conseille vraiment d'aller la regarder parce que je trouve que ça raconte quand même beaucoup quel est le nouveau storytelling du documentaire aujourd'hui, du documentaire français sur une plateforme américaine. Il se trouve qu'en plus, ce sont des anciens d'ITélé qui l'ont entièrement produite, réalisé, notamment Alexandre Ify, Myriam Zéhar, Léa Barako, enfin qui sont vraiment pour moi des visages avec qui j'ai travaillé pendant hyper longtemps. Et j'avoue que au-delà même de la série, qui est vraiment, enfin, je vous invite vraiment à la regarder, ce personnage complètement fou, quoi, qui est
qui est vraiment un personnage ordinaire, extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ressemble à rien, il a rien, c'est une espèce de raté, de truc. Mais qui a une place dans l'histoire française. Dément, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de ordinaire extraordinaire dans le mauvais sens du terme pour le coup, mais quand même, c'est vraiment ça. Et donc aller voir cette série-là, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que ça raconte beaucoup sur la façon dont nous aussi on va essayer de se... Dans la forme même, tu veux dire, de la dans la façon dont on raconte les histoires aujourd'hui, et cette tendance vraiment à dire que le documentaire est de plus en plus imprégné par la fiction, en tout cas dans la narration. Donc je pense que c'est vraiment intéressant pour ceux qui... Je pense c'est l'état de l'art un peu aujourd'hui, de la manière dont on fait un documentaire avec un peu d'une patte fiction. Avec une patte fiction, presque cinéma, quoi. Et alors c'est pas nouveau, sauf que là ça se développe de plus en plus ces formats-là. Alors il y a un côté trop, parce que c'est à la Netflix, on a l'impression d'avoir un teaser permanent pendant tous les épisodes, quoi. On le cliffhanger. Voilà. Mais vraiment, je vous invite à le regarder parce que c'est assez fascinant pour ça, ouais. Bon, je mettrai le lien, mais sinon à retrouver Raël sur Netflix, ça devrait pas être très compliqué. Florent, merci. Merci pour l'invitation. C'était super. Écoute, c'était super, ça donne envie de suivre tout ça. Donc bravo pour ce projet et puis plein de bonnes choses pour l'avenir. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.